toutes et à tous, bienvenue dans ce rendez-vous santé à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le cancer. Eh bien, Sud-Ouest et TV7 unissent leurs forces aux côtés du CHU de Bordeaux. Nous allons aborder aujourd'hui les innovations dans la prise en charge des cancers urologiques. Il y a quelques semaines à peine, un patient atteint d'un cancer du rein a bénéficié d'une opération et c'était une première mondiale. C'est une opération avec une réalité augmentée. Alors qu'est-ce que ça signifie concrètement? Quelles sont les avancées pour le patient? Quelles sont les autres innovations récentes? Eh bien, ce sont les questions que je vais poser à nos invités, mais également vos questions que vous nous avez fait parvenir. Merci à vous. Professeur Bernard, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialisé en chirurgie robotique et en chirurgie du haut appareil pour la prise en charge du cancer du rein. Merci d'être avec nous. Docteur Thibaut Hazer, bonjour. Bonjour. Vous êtes praticien hospitalier dans le service d'oncologie radiothérapie et avec nous en direct du CHU, le professeur Grégoire Robert. Bonjour à vous. Vous êtes chef du service d'urologie, andrologie et transplantation rénale. Quand on parle des cancers urologiques, on entend le rein, je viens de le dire, mais aussi la vessie, les testicules et la prostate. Et la prostate, eh bien, c'est le premier cancer chez les hommes, la troisième cause de décès par cancer. Et souvent, ce diagnostic est fait aux alentours de l'âge de 64 ans. Professeur Robert, si vous le voulez bien, ma première question est celle d'un spectateur, c'est Pascal, et il vous demande quel est le taux actuellement de guérison dans les cancers de la prostate chez les plus de 60 ans. Alors si le cancer de la prostate est effectivement le cancer le plus fréquent chez les hommes, après cet âge de 60, 65 ans, c'est aussi un cancer un peu particulier parce qu'on en guérit très bien, d'autant qu'il est diagnostiqué tôt au cours de l'évolution de la maladie. Quand on le diagnostique à un stade localisé, on guérit la grande majorité des cancers et on peut considérer qu'il y a plus de 90% des patients qui vont être guéris de ce type de cancer, ou en tout cas qui vont vivre avec sans conséquences dans leur vie quotidienne. Après, évidemment, quand le cancer est diagnostiqué un peu tard, il peut être déjà métastatique, il peut être diffusé ailleurs dans l'organisme. Et dans ces cas-là, on a recours à des traitements qui ont beaucoup progressé ces dernières années, qui eux aussi ont permis de gagner en quantité et en qualité de vie. Ce sont des traitements qui permettent de vivre avec la maladie pendant de nombreuses années. Alors nous avons une autre question aussi, c'est Alain Charles qui nous la pose. L'ablation de la prostate handicape-t-elle certaines fonctions? Alors évidemment, c'est une question sur laquelle les urologues et les radiothérapeutes ont travaillé depuis de nombreuses années. La prostate, c'est un organe qui est situé sous la vessie et qui est impliqué à la fois dans les fonctions urinaires et dans les fonctions sexuelles des patients. Et quand on retire la prostate ou quand on fait une radiothérapie de la prostate, on peut avoir des conséquences sur ces différentes fonctions. On peut avoir des risques de fuite d'urine dans certains cas ou des risques de diminution des érections. Et tous les travaux qu'on a pu faire ces dernières années visent non seulement à mieux guérir les patients, mais à les guérir avec le moins possible de séquelles. Et donc, on a progressé de manière très importante du point de vue des gestes chirurgicaux, notamment grâce à l'apport de la chirurgie robotique, qui permet de diminuer drastiquement les risques de fuite d'urine et les risques de baisse des érections, mais également avec la radiothérapie, on en reparlera probablement plus tard. Vous avez également un traitement qui s'appelle les ultrasons focalisés. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? C'est justement pour être plus précis dans le traitement de la prostate. Effectivement, de la même manière que pour d'autres cancers, on peut se contenter de ne traiter que la partie qui est malade de l'organe. Dans la prostate, c'était plus compliqué. D'un point de vue chirurgical, c'est difficile de n'enlever qu'une partie de la prostate. Et on a des techniques alternatives, notamment avec les ultrasons, mais ça existe aussi avec du froid, ça s'appelle la cryothérapie, ou avec certaines formes de radiothérapie, notamment des grains radioactifs que l'on peut planter dans la prostate. On peut ne traiter qu'une partie de la prostate. Et quand on fait ça, on peut se concentrer sur la partie qui est malade et conserver tout le reste qui diminue de manière très importante d'effets secondaires. Donc, c'est des approches que l'on a développées depuis de nombreuses années dans le service, avec des projets de recherche. On travaille au quotidien, comparant les techniques conventionnelles avec ces techniques innovantes qui permettent à la fois de traiter le cancer, mais de limiter les effets secondaires.
J'ai une autre question, c'est Marie-Gabrielle qui nous la pose et c'est pour vous, professeur Bernard. Vous êtes spécialisé dans la prise en charge du cancer du rein. Si on enlève une tumeur dans le rein, est-ce qu'on enlève le rein complet? Alors, la plupart du temps, on essaye justement de conserver l'organe, donc de faire une chirurgie conservatrice, c'est-à-dire on enlève la tumeur et on garde le rein pour préserver la fonction rénale et éviter l'insuffisance rénale chronique ou même l'évolution jusque vers la dialyse. Après, ça dépend. Chaque cas est différent en fonction de la taille de la tumeur, de sa localisation sur le rein, de son agressivité. Et donc, on décide, ça fait partie des discussions quand on a un patient à traiter. Est-ce qu'on va être en mesure de conserver l'organe ou bien est-ce qu'il faut plutôt proposer une ablation totale? Mais dans la majorité des cas, on essaye de faire un traitement conservateur. Alors, chaque année, plus de 15 000 personnes sont diagnostiquées avec un cancer du rein. Vous êtes responsable du programme iCare à Bordeaux. C'est un programme de recherche et d'innovation justement sur le rein. Et il y a quelques semaines, je disais, vous avez pratiqué une première mondiale. C'est une opération avec de la réalité augmentée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est une opération en réalité augmentée? Oui, donc la réalité augmentée, ça consiste à faire superposer une image, un objet virtuel, donc en particulier la modélisation 3D du rein qu'on doit opérer, sur l'image réelle, qui est celle que l'on voit quand on opère le patient. Et donc ça permet, un peu comme quand vous avez un GPS avec un affichage tête haute, vous avez des informations qui s'incrustent sur votre environnement réel. C'est ça la réalité augmentée, c'est-à-dire que vous incrustez des éléments qui sont virtuels dans une réalité qui, elle, est bien objective. Et qu'est-ce que ça vous permet d'avoir cette imagerie supplémentaire? Ça permet en temps réel, si vous voulez, d'avoir une vision des structures internes de l'organe, de repérer les caractéristiques anatomiques, où sont les vaisseaux, où est la tumeur, où est la partie saine du rein qu'on doit conserver, et donc d'améliorer, d'augmenter la vision que l'on a de la vue péropératoire avec des informations qui nous sont apportées par l'imagerie du patient. Et donc ça évite, par exemple, de s'arrêter, de regarder l'imagerie à côté en allant voir le scanner. Là, on a l'ensemble des informations sous les yeux. Et est-ce que ça, c'est pour améliorer l'acte chirurgical le plus précis pour justement garder le plus sainement possible l'organe que vous êtes en train d'opérer? Oui, tout à fait. Donc ça permet effectivement d'abord d'essayer d'enlever la tumeur en totalité, donc éviter d'avoir ce qu'on appelle nous des marges positives, donc être efficace du point de vue oncologique. Et puis ça permet justement d'essayer de préserver au mieux l'organe, de l'abîmer le moins possible, de préserver les vaisseaux, préserver la voie excrétrice pour le rein en particulier, et faire en sorte qu'il reste le plus fonctionnel possible. Donc c'est une façon, alors c'est une technique qui est en cours de développement encore, hein, c'est pas du tout de la routine clinique, mais c'est une façon d'essayer d'améliorer la qualité de notre geste chirurgical et in fine ses résultats. Professeur Robert, est-ce que cette technique, puisqu'elle est encore, on va dire, expérimentale, même si là, vous avez pu opérer à Bordeaux, est-ce que c'est transposable dans d'autres cancers, comme celui de la prostate, puisque l'objectif, là aussi, c'est de préserver l'organe le plus possible? Bien sûr, cette technique de réalité virtuelle, de réalité augmentée, elle est transposable à pratiquement tous les organes sur lesquels on peut faire une intervention chirurgicale. Et dans le service, on a pu effectivement, à plusieurs reprises, faire des tentatives de modélisation sur la prostate. C'est un petit peu plus difficile parce que les imageries sont actuellement de moins bonne qualité, mais également sur les cancers du testicule, où on a affaire à quelquefois des chirurgies qui sont très complexes, qui ont des rapports assez importants avec les vaisseaux sanguins. Et donc, on a besoin de connaître exactement la localisation des tumeurs que l'on doit retirer par rapport aux vaisseaux, par rapport aux structures que l'on veut préserver. Et cette réalité augmentée a été utilisée dans ces indications-là également. Docteur Azer, vous êtes praticien hospitalier, je le disais, et spécialisé en radiothérapie. Vous aussi, en fait, les innovations apportent là-dessus, à savoir mieux cibler et mieux identifier où se trouve la maladie. Exactement. Si vous voulez, en radiothérapie, donc nous sommes une discipline médico-technique. On va utiliser des machines qui vont délivrer ces rayonnements, qui vont donc traiter les patients. Et donc tout le travail de recherche et ensuite d'implémentation dans nos soins a été de permettre de mieux repérer les zones à traiter, de mieux faire une cartographie de la maladie pour justement essayer de proposer à chaque fois un traitement qui soit, je dirais, un peu sur mesure, adapté à la maladie de chaque personne que nous rencontrons.
les grands progrès que nous avons faits, ce sont les progrès en termes de délivrance de la dose de rayon, c'est-à-dire éviter de mettre de la dose là où il n'y a pas besoin. C'est tout à fait logique. On veut mettre le maximum de doses pour être le plus efficace au niveau de la maladie et préserver tous les organes autour pour éviter les effets secondaires pendant le traitement et puis aussi les séquelles des traitements. Donc pour cela, nos nouvelles machines maintenant ont des nouvelles techniques qu'on appelle la modulation d'intensité, qui permet justement de faire une frontière plus étroite encore entre les zones traitées et les zones protégées. Et puis nous avons, comme vous le disiez, tout un tas de dispositifs qui permettent au cours du traitement de bien vérifier la position des personnes, de bien vérifier où se situe exactement l'organe que l'on veut traiter et la zone que l'on veut traiter, toujours dans cette idée de mettre la dose de rayon là où il y a besoin et de préserver les organes qui sont autour. Et c'est un vrai enjeu de qualité de vie pendant le traitement, pour limiter les effets secondaires et le vécu de ces traitements. Et puis, ça permet aussi de limiter au maximum le risque de séquelles. Et l'ensemble de ces dispositifs nous permettent une grande révolution que nous avons actuellement en radiothérapie, qui est ce qu'on appelle l'hypofractionnement, c'est-à-dire en étant plus précis, on arrive non plus à délivrer des doses en plusieurs dizaines de séances. Par exemple, pour le cancer de la prostate, il y a encore quelques temps, on traitait les patients en une quarantaine de séances. Eh bien, en étant plus précis, eh bien, on arrive à faire le même traitement aussi efficace en 20 séances, ce qui change vraiment. Exactement. C'est-à-dire qu'au lieu que les patients viennent 20 fois, donc pendant 40 fois, donc sur 8 semaines, ils vont venir 20 fois, ce qui change beaucoup aussi l'impact dans la vie au quotidien. Et puis même, on a une autre révolution technique qui est apparue, notamment pour le cancer de la prostate, qu'on appelle la radiothérapie stéréotaxique, qui est une radiothérapie de très haute précision, qui va à ce moment-là délivrer le traitement non plus en 20, mais en 5 séances. En 5 séances. Exactement. On passe de 2 mois de traitement, un traitement qui va s'étaler sur 1 semaine et demie, avec des efficacités identiques et des toxicités qui sont comparables, voire améliorées selon certaines études. Donc on a vraiment un changement de paradigme, je dirais, pour le vécu des patients que nous sommes amenés à prendre en charge. Et est-ce que les séances ont changé? Parce que vous nous parlez quand même de passer de 40 à 5. Oui. Une séance aujourd'hui de radiothérapie avec la stéréotaxie, comment ça se passe? Eh bien, la séance est forcément plus longue parce que nous allons concentrer la dose. On va faire plus de doses de rayonnement. Donc là où les séances duraient, on va dire, 10 minutes, un quart d'heure, elles vont durer peut-être 40 minutes. Les conditions sont les mêmes, c'est d'être allongé. On demande aux patients de ne pas bouger. Après, nous avons des systèmes qui permettent de contrôler la position du patient en permanence. Donc, en soi, les séances sont plus longues, mais ça reste un traitement ambulatoire. On reste 45 minutes sur la table pendant la séance. Alors, une question qui va peut-être vous sembler bête, mais est-ce qu'on peut irradier tous les cancers? Oui. Ou est-ce que c'est sur certains organes seulement? En l'état, tous les cancers peuvent être irradiés. Ce qui va être peut-être la limite de la radiothérapie, un peu comme pour la chirurgie, c'est quelles sont les structures qui sont autour et qui pourront être éventuellement inflammées et donc porteuses d'effets secondaires ou de séquelles. Donc on sait qu'il y a les cancers de prostate, ce sont historiquement des cancers que nous irradions. Il y avait une forme de paradigme qui disait qu'avec nos anciennes techniques, nous ne pouvions pas irradier certains cancers, notamment le cancer du rein. Et nos nouvelles machines, nos nouveaux traitements très précis, qui délivrent des doses plus importantes, nous permettent maintenant de les traiter aussi. Effectivement, c'est une belle avancée. Est-ce que la stéréotaxie, j'ai une question de Christiane et de Claude sur la prostate, est-ce qu'elle peut être utilisée, cette méthode-là? Vous dites que oui, mais est-ce qu'il y a certains cas où non? Parce que j'ai l'impression qu'eux n'ont pas pu. Alors, il faut bien voir que la stéréotaxie, ce sont l'ensemble des techniques qui permettent de délivrer une dose très importante dans un petit volume. Donc, c'est-à-dire, quand on va devoir traiter uniquement la prostate, on peut tout à fait le proposer. Certains cancers de la prostate sont à risque d'extension, c'est-à-dire que le cancer va être en mesure de venir notamment dans les ganglions qui sont autour de la prostate. Dans ces conditions, que ce soit un chirurgien ou un radiothérapeute, on doit traiter la prostate, mais par prévention, on va aussi traiter les ganglions qui sont autour. Un chirurgien va faire un curage ganglionnaire, un radiothérapeute va mettre des rayons aussi au niveau ce qu'on appelle le pelvis de ces ganglions. Donc, lorsque la maladie présente un risque un peu plus important d'extension, d'aller vers ces ganglions, c'est vrai que la radiothérapie stéréotaxique n'est pas adaptée. C'est un peu cette idée de proposer à la bonne personne le bon traitement, et surtout, notre enjeu, c'est de ne pas
comment vous dire, de pas proposer une technique pour la technique, de rester toujours centré sur l'intérêt du patient et le contrôle de la maladie. Alors, autre innovation chez les patients justement, vous disiez, de cancer de prostate sévère, vous avez une autre possibilité, c'est de combiner la radiothérapie avec l'hormonothérapie, donc des médicaments en plus. Ces médicaments, ils sont délivrés au CHU, à la maison, comment ça se passe ? Alors, le fait qu'on puisse associer de l'hormonothérapie avec de la radiothérapie pour les patients atteints de cancer de prostate, c'est un traitement qui est relativement ancien, que l'on maîtrise bien. Ce sont des médicaments qui se font principalement par voie injectable, donc des injections sous-cutanées, intramusculaires, avec souvent la possibilité d'avoir un traitement qui fonctionne sur 3 mois. Une piqûre que l'on fait à la maison, délivrée en pharmacie de ville, donc va fonctionner pendant 3 mois et même certaines formes pendant 6 mois. Il n'y a pas besoin de venir à l'hôpital, de faire des perfusions, etc. Le vrai changement de paradigme que nous avons actuellement, c'est que nous avons ce qu'on appelle des hormonothérapies de nouvelle génération, que l'on vient rajouter à ces injections qu'on fait tous les 3 mois et tous les 6 mois. Ces hormonothérapies de nouvelle génération, ce sont des comprimés, là aussi que l'on prend à la maison, qui vont nécessiter une délivrance toujours en pharmacie de ville, parfois des contrôles de prise de sang un peu plus réguliers pour voir justement comment l'organisme les tolère. Et pour certains cancers de prostate qui sont jugés plus sévères, eh bien, on va non seulement faire les rayons, mais on va aussi rajouter ces piqûres pendant une longue période, c'est 2 à 3 ans de traitement, et on va rajouter en plus ces 2 ans de comprimés. Donc on arrive à essayer de repousser encore les limites du contrôle de ces maladies qui sont très sévères pour essayer d'en améliorer le contrôle. Professeur Robert, avec ces différentes avancées, moi ce que j'entends, c'est aussi on a des techniques plus ciblées, moins invasives, donc ça veut dire on passe moins de temps à l'hôpital, plus de temps à la maison, et donc il y a un suivi aussi qu'il faut faire à distance. Est-ce que ça, c'est un changement également pour la vie des patients ? C'est certain que le changement il a été majeur ces dernières années. La chirurgie, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, les gens restaient hospitalisés plusieurs jours. Aujourd'hui, on peut faire des prostatectomies en chirurgie ambulatoire avec des patients qui rentrent le matin et qui ressortent le soir pour rentrer chez eux. Et le professeur Hazer vient de vous le dire, quand on a même des cancers avancés maintenant, les traitements, dans la majorité des cas, se font à domicile, que ce soit avec des injections ou des traitements oraux. Donc il y a eu véritablement un déplacement de la prise en charge des patients qui étaient par le passé pris en charge à l'hôpital en hospitalisation vers leur domicile. Et donc ça a créé des nouveaux besoins de surveillance, de suivi des patients à leur domicile que l'on assure avec l'équipe médicale, mais aussi avec l'aide de l'équipe paramédicale, d'infirmières spécialisées, le plus souvent, qui nous aident à surveiller les patients quand ils sont rentrés chez eux après un geste chirurgical ou avec un traitement médical qui peut être lourd et parfois pourvoyeur d'effets secondaires qu'il faut surveiller régulièrement. Donc une formation aussi de soignants à distance pour avoir les mêmes soins, peu importe où on habite dans la grande région où l'on se trouve. Vous avez aussi investi dans le numérique, notamment avec une application qui s'appelle Uroconnect, professeur Bernard. Plus de 1000 patients opérés à Bordeaux ont déjà utilisé ce dispositif. Expliquez-nous en quoi ça consiste, cette appli. C'est une application de télésurveillance qui permet effectivement d'assurer le lien entre l'équipe chirurgicale et le patient. On s'est rendu compte effectivement, comme le disait le professeur Robert, que les durées de séjour hospitaliers après une intervention chirurgicale s'étaient considérablement réduites. Et donc pour sécuriser le retour à domicile des patients, on a co-développé cette application qui s'appelle Uroconnect, en sachant qu'elle est systématiquement associée à une coordination infirmière. Donc c'est pas juste un outil numérique, c'est un outil qui permet de faciliter le travail des infirmières de coordination, d'assurer une surveillance à distance, mais cette complémentarité, elle est quand même essentielle. Voilà. Et ça permet d'encadrer la prise en charge des patients, c'est-à-dire que la prise en charge périopératoire, avec cette coordination infirmière digitalisée, elle commence en amont de la chirurgie. Donc nos patients voient les infirmières de coordination avant leur chirurgie. Ils ont comme ça un contact avec une infirmière référente. On leur donne des conseils en vue de la chirurgie. Ils peuvent poser leurs questions. Exactement. Ils peuvent le faire soit par l'application, soit directement avec l'infirmière qu'ils rencontrent. Et puis ce suivi se poursuit jusqu'au premier mois post-opératoire.
Et quel type de questions on doit répondre sur l'appli pour que vous ayez vraiment un regard voilà, on n'a pas envie de passer à côté. Nous, c'est difficile de s'auto-diagnostiquer ou est-ce qu'il y a des questions précises? Oui, alors c'est une excellente question. C'est pas des questions ouvertes. Donc, c'est-à-dire qu'on a réfléchi en amont avec l'équipe médicale et paramédicale. Parce que comment vous vous sentez, ça dépend de beaucoup de personnes. Exactement. On n'a pas le même rapport à la douleur. Tout à fait. Donc, c'est des questions qui sont fermées. Donc, le patient reçoit sur son téléphone des questionnaires qui sont préétablis, qui sont envoyés à des échéances régulières et qui permettent, en fonction des réponses apportées par le patient, il y a des algorithmes dans l'application qui vont générer des alertes. Donc, effectivement, s'il y a des réponses qui nous paraissent susceptibles d'être source soit d'inquiétude pour le patient, soit qui sont le signe d'une complication, l'application, du coup, le signale, renvoie une alerte à l'équipe chirurgicale et aux infirmières de coordination. Et à ce moment-là, elles prennent contact avec le patient pour en discuter directement avec lui. D'accord. Donc, une télésurveillance, un suivi à domicile, un mois avant, un mois après l'opération. Exactement. Donc, c'est un parcours périopératoire qui fait qu'on ne se focalise pas juste sur le geste chirurgical, mais vraiment sur l'ensemble de la prise en charge de ce parcours périopératoire. Alors, puisqu'on parle d'application, il y en a une autre. Celle-ci, vous avez recours à l'intelligence artificielle. Elle s'appelle UroPredict et en fait, elle collecte les données de 20 000 patients. Qu'est-ce que vous faites de ces datas? À quoi ça vous sert? UroPredict, effectivement, c'est une façon d'utiliser par intelligence artificielle l'ensemble des données qu'on a collectées sur le cancer du rein dans un entrepôt de données de santé qui s'appelle UroCCR. Donc on coordonne à Bordeaux le réseau français de recherche sur le cancer du rein, UroCCR, qui est un réseau collaboratif. Il y a 58 centres qui participent, qui font partie de ce réseau-là. Et ces 58 centres, depuis maintenant presque 15 ans, collectent au quotidien des données de prise en charge des patients, donc ce qu'on appelle des données de vie réelle. Donc à chaque fois qu'on prend en charge un patient, il y a des données en lien avec sa maladie, son diagnostic, les caractéristiques de sa tumeur, du traitement qui lui a été délivré, et puis ensuite tout le suivi dans le temps. Et c'est cette richesse de données qui fait qu'aujourd'hui on a plus de 10 millions de données qui sont à disposition dans cet entrepôt de données de santé qui est partagé, encore une fois. C'est vraiment un projet national collaboratif. Et donc, ces 10 millions de données, ensuite, il faut les valoriser. Et quand on a autant de données sur autant de patients... Et vous n'avez pas le temps, j'imagine, d'aller scruter ces données, vous les passez à la moulinette de l'intelligence artificielle. Exactement, c'est-à-dire qu'il faut innover en termes d'analyse statistique. Donc, on ne peut plus faire de la statistique classique, et c'est là qu'on a utilisé ce qu'on appelle le machine learning, qui est de l'apprentissage automatisé par informatique, pour justement prédire, par exemple, et ça c'était le travail du docteur Margue, qui est avec nous dans le service, prédire l'évolution du risque de récidive de la maladie dans les 5 ans qui suivent une opération d'un cancer du rein. En fonction des données personnelles du patient que vous avez en face. Et vous les mettez en corrélation avec les données que vous avez collectées. Exactement. C'est-à-dire qu'à partir de tout ce qu'on a appris des 10 millions de données, on est capable aujourd'hui de faire de la prédiction pour un patient précis, en fonction de ses caractéristiques propres, faire une prédiction qui est personnalisée, individualisée de son risque de récidive de la maladie. Et ça a des implications ensuite en termes d'échange avec le patient, de planification de traitements complémentaires, par exemple, en prévention de cette récidive, ou bien d'organisation de la surveillance sur le long terme, la fréquence et la durée des visites de suivi. Un rendez-vous tous les 2 ans ou un rendez-vous tous les 2 mois en fonction de ce que vous avez... C'est pas exactement ça, mais effectivement, c'est exactement le principe. D'accord. C'est intéressant. Donc l'IA permet vraiment de personnaliser après la chirurgie le suivi de la récidive et de la maladie chez le patient, ou la guérison, on l'espère aussi. Oui, ça fait partie effectivement de ce qu'on explore et des développements attendus. Et l'association française d'urologie investit d'ailleurs sur ces thématiques-là pour justement arriver à faire des préconisations, des recommandations qui soient les plus personnalisées possibles pour nos patients. Professeur Robert, un petit mot pour finir cette émission. En préparant, justement, vous me disiez, aujourd'hui, lorsqu'on vient à l'hôpital, on ne rencontre pas un professionnel, mais toute une équipe. Et ça, c'est vraiment le mot d'ordre, si j'ai bien compris.
Oui, je crois qu'on a bien illustré ça par les propos qu'on a tenus aujourd'hui. On a dans notre service et dans l'environnement qu'on vont rencontrer les patients, des chirurgiens, des radiothérapeutes, des oncologues, mais également différents autres professionnels qui vont être autour de nous pour nous aider à prendre en charge ces patients-là. Donc on a parlé des infirmières, mais il y a également la radiologie qui est très importante aujourd'hui avec des traitements qui se font avec des aiguilles maintenant sous contrôle de scanner ou d'IRM, mais également des médecins spécialisés dans la prise en charge des patients âgés, et puis tout un environnement que l'on n'avait pas l'habitude de côtoyer dans la prise en charge des cancers, parce qu'on a également des nouvelles molécules qui sont des immunothérapies maintenant, qui sont pourvoyeuses parfois d'effets secondaires très, très particuliers et pour lesquels on a besoin d'avoir recours finalement à toutes les spécialités du CHU. Parce que les diversités des problèmes qui peuvent se poser sont très importantes. Et le fait de travailler dans une équipe aussi large, avec l'accès à toutes ces spécialités, est vraiment un plus pour la prise en charge des cancers aujourd'hui. Eh bien, merci à vous trois d'être venus, en tout cas, nous parler de ces innovations qui font du bien, on l'espère, et surtout continuer à travailler. Les essais et les recherches sont très importantes et c'est grâce à cela qu'on a ces avancées aujourd'hui. Je vous rappelle qu'une autre émission consacrée au cancer urologique est également disponible sur votre antenne de TV7 et également sur le site de sudouest.fr. Voilà, c'est terminé. Je vous souhaite une très belle journée et surtout, prenez soin de vous.